Bonsoir, merci de nous suivre sur Al 24 News, la chaîne internationale algérienne, de suivre cette émission Objectif Ciné. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Sami Lamouti, spécialiste des effets spéciaux et du cinéma d'animation. Bonsoir Sami. Bonsoir Faisal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir, tout le plaisir est pour moi. Et je voudrais un peu vous faire connaître à notre public, à nos téléspectateurs, Sami Lamouti, parce que on sait que vous avez contribué à beaucoup de films américains, Doctor Strange, Geostorm, Blade Runner 2049, Pan, King Arthur et beaucoup d'autres films qui ont un grand succès. Donc parlez-nous un peu de votre parcours à partir d'Alger jusqu'à les studios d'Hollywood. Ah, ça va être une longue histoire. Ça va être une longue histoire, mais vous allez résumer, vous allez donner les étapes les plus importantes, les plus significatives. J'ai commencé par étudier, j'ai toujours été passionné de cinéma et d'animation et de jeux vidéo. Ça, c'est trois médiums qui me passionnent jusqu'à aujourd'hui, oui. Surtout le jeu vidéo. Oui. On en reparlera peut-être après. Et puis, j'ai toujours rêvé de travailler sur des gros films. Je disais ça à mes amis, je veux faire des effets spéciaux sur des gros blockbusters d'action parce que j'aimais ce genre de film. Et j'ai fait un plan pour y arriver. Donc, j'ai étudié à l'INSEAD à Alger. Ensuite, j'ai commencé à travailler. J'ai lancé une entreprise ici pour commencer à travailler dans le domaine de la création numérique. Oui. Et après, j'ai pu voyager à l'international, étudier encore. Et je me suis retrouvé dans des studios qui faisaient des films hollywoodiens. Oui. Et votre première expérience, c'était en quelle année et avec quel film? Ma première expérience sur un gros film, c'était en 2014-15, ça fait déjà 10 ans. Ouais, ça passe vite. C'était sur Tarzan. Je me rappelle aujourd'hui, oui. C'était en 2015. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait dans ce film? Quelle a été votre contribution? Ma contribution était sur les caméras virtuelles. Donc, vous savez, un film maintenant, toutes les caméras réelles sont reproduites en caméra virtuelle pour pouvoir ajouter des éléments 3D. Par exemple, dans Tarzan, ils ajoutaient des singes, ce n'est pas des vrais gorilles, tout est en 3D. Donc c'était ça et c'était le layout aussi, c'est comment placer les éléments dans une scène en 3D. Parce que souvent, ce qu'on voit au cinéma, il y a des extensions de décors. C'est-à-dire qu'au premier plan, c'est un vrai décor, mais le reste n'est pas un vrai décor. Donc, où placer les choses, comment les placer, avoir la caméra virtuelle, ce qu'on appelle tracking, match move, etc. C'était une expérience très intéressante. Et après, la suite, c'était avec Blade Runner, non? C'était un autre film. Ensuite, il y a eu Blade Runner, c'est l'un des derniers films sur lesquels j'avais travaillé. Oui. 2049. Lui, je l'aimais particulièrement parce que je suis fan du premier Blade Runner. Et je suis aussi fan de Denis Villeneuve. Donc, pour moi, c'était vraiment important de travailler sur ce film-là. Et, vous avez contribué à quel niveau dans ce film? Je suis toujours resté dans les caméras virtuelles parce qu'avant, j'étais passionné de lentilles. Oui. Donc, photographie, vidéo. Donc, quand on comprend bien comment fonctionne la lumière, et les lentilles et la déformation des lentilles, ça nous aide pour créer des caméras virtuelles. Et j'ai fait aussi ce qu'on appelle du body track. C'est-à-dire quand un acteur est utilisé, tous les acteurs sont scannés. Donc tous les acteurs dans tous les films, il y a un scan 3D. S'il y a une cascade trop dangereuse ou des éléments où l'acteur n'est pas disponible, on va le remplacer par son scan en 3D, son personnage en 3D. Son avatar. Son avatar. C'est pas vraiment un avatar, c'est son clone en fait. Son clone, oui. Et pour scanner un comédien, comment ça se passe pour nos amis téléspectateurs qui ne savent pas comment? De quelle manière on scanne un comédien? On va prendre des photos de son visage et de son corps de tous les côtés, ce qu'on appelle la photogrammétrie. Oui. Et ça va générer ce qu'on appelle un nuage de points, point cloud en anglais. Et grâce à ce nuage de points et les textures, on va pouvoir recréer le personnage. Mais quand on l'a scanné, après, il faut lui mettre un squelette comme un être humain, lui mettre ce qu'on appelle des CFX, des effets pour que les animations soient crédibles. Il faut qu'on lui mette des expressions. Oui. Donc, c'est énormément de travail. Surtout les expressions de visage, parfois, c'est très compliqué. C'est le plus compliqué. Sinon, on tombe ce qu'on appelle dans la vallée de l'étrange, le Uncanny Valley. C'est-à-dire quand on voit un personnage qui se veut réaliste mais qui n'est pas réaliste, il paraît bizarre, surtout dans le regard parce qu'il n'y a pas de micro-expression et c'est ce qu'on essaie d'éviter à chaque fois. C'est un travail qui prend beaucoup de temps, ce genre de travail, Sami? Oui, ça prend énormément de temps. Souvent, les gros films à blockbuster, c'est au moins 2 ans de post-production. De préparation. De préparation et puis, de préparation et de post-production. Mais la pré-production aujourd'hui, en 2025, est très importante, c'est-à-dire que tous les gros films
leur budget de pré-production a augmenté de plus de 20%, 25%, parce que les outils utilisés en pré-production nous permettent d'avoir une post-production moins chère et plus facile. Ouais. Donc par exemple, si on va aller faire un gros film, il faut commencer à faire les tests visuels 1 an, 2 ans, parfois avant le tournage. Ouais. Par exemple, on parlait on n'a pas parlé de Dune, mais moi je pensais au film Dune. Tout le film en entier a été fait avant le tournage dans un engin de jeu vidéo, dans Unreal Engine. Oui, c'est de Denis Villeneuve. Oui, de Denis Villeneuve. Ils ont fait le film, toutes les scènes, au lieu de faire juste un storyboard. Toutes les scènes ont été faites dans Unreal avec des animations assez simples, mais ils avaient déjà une idée sur l'éclairage, une idée où seront les caméras sur le set. Donc avant de voyager en Jordanie pour tourner, ils avaient tous vu comment ça allait se passer comme dans un jeu vidéo. Et là, quand ils sont arrivés, tout était très rapide, pac, ils ont pu Ça réduit les coûts, ça réduit le temps. Ça réduit énormément les coûts. Oui. Donc lui, d'ailleurs, on disait que Dune n'a pas coûté cher, même s'il a coûté plus de 200 millions de dollars. Oui. C'est beaucoup plus rentable. Et l'équipe, par exemple, le caméraman sait où il va être, comment il va être positionné. Tout le monde dans l'équipe sait ce qui va se passer dans la scène. Donc, il n'y a pas une question, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment ça... Et même la position du soleil, ce jour-là, on peut savoir exactement à quelle heure, comment seront les ombres, Et la pré-production, c'est maintenant devenu... énorme. Peut-être l'élément le plus important entre pré-production, production et post-prod. Ouais, ça aide aussi à avoir plus de vision. Par exemple, pour le film Doctor Strange, le travail, pour travailler sur un film pareil, est-ce que la coordination, vous en tant que créateur, se fait avec le réalisateur, avec le directeur artistique, avec le directeur photo, avec qui vous travaillez généralement pour concevoir ce qu'on vous demande? En fait, en général, on travaille avec le producteur exécutif et le line producer, je ne sais pas comment on le dit en français, oui. et avec le directeur artistique. Avant déjà, en amont, il y a toutes les directions artistiques qui sont envoyées, on sait exactement ce qu'on veut, en général le réalisateur et tout savent exactement ce qu'ils veulent. Et après, ils vont nous envoyer ce qu'ils veulent et là, on commence à travailler. Mais il y a une grosse coordination. On parle de centaines de personnes qui travaillent, plusieurs studios dans plusieurs pays dans le monde, qui travaillent en même temps, parfois sur la même scène. Il y a quelqu'un qui est à Londres, quelqu'un qui est à New York, quelqu'un qui est à Montréal et quelqu'un qui est à LA, qui travaillent sur la même scène en même moment. Ils mettent des commentaires. Parfois, les gens de Londres, ils finissent à 7h ou 6h du soir. Ils mettent un commentaire. Ça tombe dans... Les gens de New York, c'est en continuité, ça travaille en boucle. Là. En boucle, et puis comment faire pour que la qualité du travail soit toujours la même. Oui, pour que la qualité est importante. Vous avez travaillé aussi sur le cinéma d'animation, Samy? J'ai fait un peu de travail sur des films d'animation, mais ce n'est pas vraiment la chose la plus... Mais j'ai un projet de film d'animation en Algérie, ça c'est sûr. C'est ce qui me tient à cœur. Comment? Sur quoi le projet? Ce que j'en parle, je peux dire que c'est sur une résistance. Je vais le dire, c'est sur la résistance des Zaratcha que je veux faire. Oui, c'est la bataille des Zaratcha. C'est au début de l'occupation française. Oui, au début de l'occupation, il y a eu une résistance incroyable. Vous allez restituer la bataille, vous allez restituer ce qui s'est passé? Non, je vais le faire en animation cartoon pour les adolescents. Parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ne connaissent même pas cette histoire. Oui. Donc, c'est inspiré des... C'est pas un manga, mais c'est en 3D. Oui, parce que récemment, on a vu un film sur les événements ou le drame de Seria Tsidiou. Oui, je l'ai vu. Oui. Seria de Naufel Clash avec production Taïb Touhami, parce que la France avait bombardé sur le village frontalier en tuant beaucoup de personnes. Le film, bon, il est ce qu'il est, mais quels seraient les ingrédients, Samy, pour qu'un film d'animation soit réussi, ou disons plus ou moins réussi? Première chose, pour moi, un film d'animation, n'importe quel film, bien sûr, l'image doit être belle. Ouais. Ça, c'est un média visuel, l'image doit être belle. Ouais. Pour un film d'animation, l'animation doit être belle. Ouais. Mais pour que l'animation soit belle, c'est difficile. Un animateur senior, c'est-à-dire quelqu'un qui a plus de 5 ans d'expérience, peut sortir en général 1 seconde par jour. 1 seconde par jour? Oui, donc un an, il fait 300 secondes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, oui. C'est vraiment, c'est ça, genre 5 minutes. Et donc, on utilise des technologies qui s'appellent, par exemple, la capture de mouvement, motion capture. Oui. Ça, tous les studios utilisent ça. Oui.
pour faire les Transformers, pour faire des vraies personnes, pour faire les robots, des extraterrestres, j'utilise le motion capture. Motion capture, ça veut dire qu'on va prendre un être humain, Oui. on va lui mettre des détecteurs Exact. sur tout le corps et on va détecter ses mouvements, le mouvement du bras, le mouvement du pied, le mouvement du visage, c'est un peu ça. Exactement. Même les expressions, ce qu'on appelle la performance capture. Oui. Et on va prendre ces éléments-là et les mettre sur les personnages. Sur les personnages. Et là, parce que là, on est assis, on ne bouge pas, mais on bouge. Oui. Si on était vraiment figé comme ça, les gens seraient inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, On oui. bouge, on a des micro-expressions, tout ça, il faut les remettre sur l'animation 3D pour qu'elle soit belle. Oui. Et là, il faut un studio de capture de mouvement. Oui, et pour que l'animation soit crédible, Oui. surtout. Et ça prend combien de temps pour faire un film, par exemple, Les Schtroumpfs, on avait vu Les Schtroumpfs la dernière fois, ou un autre film, j'allais dire, d'animation récent, il y a plein, il y en a beaucoup, on en voit beaucoup. Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Ça prend 1 année, 2 ans? Oui, ça prend énormément. Est-ce que c'est un travail d'équipe? Parce qu'ils sont plusieurs à travailler sur un film. C'est des douzaines, parfois des centaines. Oui. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est aussi extrêmement rentable. Par exemple, le film qui a eu le plus de succès dans l'histoire de Netflix, c'est un film d'animation. Oui, c'est lequel? C'est K-Pop Demon Hunter. Oui. C'est un film d'animation qui a un succès phénoménal. Et si on voit des médias comme Crunchyroll et tout, l'animation, surtout chez les jeunes, même chez les adultes, Oui. elle a énormément d'impact. C'est pour ça que moi j'ai pris la décision d'ouvrir un studio de capture de mouvement en Algérie, Inch'Allah, oui. qui sera peut-être le 3e ou le 4e en Afrique. Donc dans quelques mois, Inch'Allah, il va être opérationnel. Avec l'idée de produire des films d'animation. Absolument. L'idée Oui. de produire des films d'animation ici et les exporter à l'étranger. Au monde entier. Dans le monde entier, évidemment, parce que les histoires, bon, vous pouvez trouver l'Algérie. Il y a beaucoup d'histoires dans notre culture. C'est pas ce qui manque. Il y a les contes populaires, il y a l'histoire de ce qui s'est passé dans le pays, et etc. puis même, il y a des créatifs. On parlait d'un film de science-fiction à Gherdaya avec des robots, avec des extraterrestres, genre à la Star Wars. Vous avez une idée sur... C'est pas les idées qui manquent, c'est pas les idées qui manquent. Il faut juste les mettre en pratique. Ce qui manque, c'est le temps, Bark. C'est le temps, effectivement, et l'organisation. Un film d'animation, parce que la curiosité, c'est comment on peut garder, là aussi on est dans la pédagogie, comment on peut garder les traits du même personnage durant tout le film. Pratiquement, on a l'impression que c'est vraiment le même, comme s'il s'agissait d'un être humain. Parce qu'un personnage, on le met dans plusieurs situations, il dort, il bouge, il saute, il pleure, il crie, il est en colère. Comment maintenir les mêmes traits durant tout le film pour que ça ne change pas? Quel est le travail qu'il fait exactement pour... En fait, c'est au niveau de la modélisation. Quand on crée le personnage en 3D, on s'assure de lui créer toutes les expressions possibles. Quand je dis toutes les expressions, même celles qu'on ne pense pas, genre un œil fermé, un œil ouvert, comme ça, on met toutes ces expressions-là en banque et on les utilise parfois après dans l'animation. Dans l'animation. Et on a tendance à croire que le cinéma d'animation s'adresse aux jeunes, au public, mais finalement le cinéma d'animation s'adresse à tout le monde. Ben oui, c'est drôle parce que je parlais à une personne tout à l'heure sur le cinéma d'animation et l'âge moyen dépasse 40 ans des gens qui regardent le cinéma d'animation. Et je parlais tout à l'heure de Crunchyroll, qui est un Netflix spécialisé en animation. La plupart des abonnés sont des adultes qui dépassent 35-40 ans. Donc je ne pense pas qu'il y a un âge pour le jeu vidéo, pour l'animation, pour ça. Les gens consomment ça énormément, c'est extrêmement populaire, en tout cas les chiffres ne mentent pas. Oui, bien sûr, le box-office à l'international, c'est surtout les films d'animation qui remportent la palme, j'allais dire. Oui, Avatar, c'est un film pure animation, c'est l'un des plus gros succès, si ce n'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Du cinéma, Avatar 1, il y avait le 2, bon, on dira que le 2 a moins marché que le premier. Mais il était quand même extrêmement rentable. Rentable, et c'était cette idée d'avoir des personnages bleus qui sont dans un univers complètement imaginaire, et que effectivement ça a parlé. C'est devenu des médiums culturels, des produits culturels incroyables. Si on voit des pays comme le Japon ou les États-Unis et maintenant la Corée, ils poussent beaucoup dans ça. La Chine et l'Inde sont des pays qui investissent énormément dans l'animation. Oui. Et ça commence à porter ses fruits. La Chine a investi, par exemple, si je cite le jeu vidéo Black Myth Wukong, qui part de la culture et un peu la mythologie chinoise. Ils ont investi 50 millions, ils ont raflé 2 milliards de dollars.
Ah oui, C'est incroyable, de 50 millions à 2 milliards de dollars, c'est incroyable. C'est plus que la taille de certains pays en termes d'animation ou de films. Vous avez parlé de produire des films d'animation en Algérie. Que peut-il rassembler pour qu'on ait des films algériens avec des histoires algériennes, mais qui peuvent être exportables, qui peuvent être vendus en Inde ou au Brésil ou en Afrique? C'est simple, il faut juste avoir un standard de qualité international. Oui. Donc, on ne va pas demain avoir des films d'animation au niveau des Japonais ou des Américains. Il faut du temps, oui. Mais si on commence à travailler dès maintenant, ce que je compte faire, et former des jeunes, dans quelques années, on pourra avoir de la très bonne qualité. Si on voit il y a des films d'animation d'Europe centrale qui sont incroyables, qui gagnent des prix, qui raflent des prix. J'ai vu un film d'animation du Pérou, oui, qui est incroyable. Mais c'est ça, c'est le travail. Et toujours ne pas dire, comment dire, la normal et tout. Oui. La qualité, c'est pas top, c'est pas grave. On n'a pas de... Non, non. Je préfère un film de 3 minutes qui a une qualité incroyable qu'un film d'1 heure où l'animation n'est pas belle, où c'est pénible à voir. Et vous voulez former les jeunes dans l'élaboration d'un film d'animation. Quels sont vos objectifs, notamment par rapport à cette formation, vos projets de formation en Algérie? Moi, mes objectifs, oui, c'est que déjà ce médium, qui c'est l'animation, le VFX et le jeu vidéo en Algérie, soit valorisé. Oui. Il soit valorisé parce que c'est une industrie colossale. Le jeu vidéo à lui seul, c'est plus grand que le cinéma, que la musique. Ça génère des centaines de milliards de dollars par an dans le monde. Nous, 0%. Il y a beaucoup de pays qui sont petits, mais qui font beaucoup d'argent grâce aux jeux vidéo. Et surtout qu'en Algérie, il y a des millions de joueurs. Oui. Donc, on consomme, mais on ne produit pas. Donc, pour moi, il faut déjà aider les studios de jeux vidéo ici, pour que ça commence à être fait ici. Je veux aussi que le VFX et la technologie soient disponibles ici. Et après ça, on aura honte de personne. On pourra, comme on dit, regarder les gens dans les yeux et puis faire la qualité, vraiment une qualité, les standards mondiaux. Justement, qu'est-ce qu'il faut, dans les aspects techniques, qu'est-ce qu'il faut pour avoir des jeux vidéo algériens qui parlent une histoire algérienne, locale, mais qui va vers le monde? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des histoires universelles qui vont toucher n'importe qui. Oui. Quelqu'un qui est au Brésil ou qui est en Slovénie, oui, va être touché d'une histoire, je ne sais pas, d'un petit garçon qui sauve son frère, par exemple. Oui. C'est ça. Mais il n'y a pas juste les histoires. Il y a des jeux qui ne sont pas narratifs forcément et que tout le monde connaît. Ou il y a même des jeux qui sont bizarres, comme un plombier moustachu qui saute sur des tortues. C'est bizarre, mais qui n'a pas joué à Mario? À Mario, absolument. Ah, oui. Et c'est devenu l'un des produits. La Nintendo était la plus grande marque japonaise pendant très longtemps, des décennies. Et elle l'est encore peut-être aujourd'hui. Toujours, oui. Toujours, oui. Vous avez parlé de projets en Algérie. Votre projet aussi de créer un studio de détecteur de mouvement. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce que vous voulez développer des... moi, j'ai décidé après les assises du cinéma du 19 janvier 2025, j'ai décidé d'ouvrir une start-up ici en Algérie pour faire des effets spéciaux. Et les effets spéciaux pour le cinéma, mais aussi pour l'événementiel. Là, je te donne un scoop aussi, je vous donne. Et c'est qu'on lance un festival d'art numérique. Pour ce qui est vidéo mapping, laser et tout, qui va arriver, Inch'Allah, le mois du Ramadan. Première chose, à Alger. Oui. Après, scoop aussi, on va aller dans d'autres villes. On essaie d'avoir... On compte avoir une collaboration avec le ministère de la formation professionnelle ou d'autres aussi pour vraiment commencer à former les jeunes à l'animation 3D et ouvrir le studio de motion capture à tous les développeurs de jeux vidéo en Algérie ou même les gens qui sont au cinéma. Donc une fois qu'il est monté, il est ouvert à tout le monde pour pouvoir expérimenter déjà. Je sais que les premiers mois, les gens devront commencer à travailler, à apprendre comment la technologie fonctionne. Je fais aussi un partenariat avec une école au Canada pour avoir des formateurs ici. J'ai ramassé aussi tous mes amis des films d'animation aussi pour donner aussi des masterclass. Je pense que l'année 2026 sera très orientée dans la formation de l'équipe. Après, une fois qu'ils sont rodés, on va commencer à faire le film d'animation qu'on veut faire sur Zahat Shah. Oui. Et après ça, c'est le jeu vidéo. Ça, c'est le jeu vidéo parce que c'est rentable. C'est un axe stratégique pour vous? Très stratégique. Moi, je pense qu'il n'y a aucun pays qui a investi dans ça qui n'a pas fait de l'argent. Aucun. Tous les pays qui ont investi,
massivement, on fait beaucoup d'argent dans ça. Maintenant, je vois que l'Inde ou la Chine, ils sont beaucoup dans ça. Et bien sûr, les Américains, les Japonais, ça fait longtemps, même les Européens. Donc, je pense que nous, on a tout le cocktail en Algérie pour pouvoir faire ça. On a 70% de jeunes, des gens intéressés, des gens qui consomment. On a une culture riche. Maintenant, il faut juste investir dedans. Moi, j'ai commencé à investir. J'espère qu'il y en aura d'autres qui vont investir. Je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont dans le domaine, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, qui veulent venir investir ici, que ce soit par leur temps, leur argent, etc. Et après, dans 5 ans, pour avoir une position, on pourra très très bien positionner sur le niveau continental. C'est-à-dire que le terrain est fertile, il est là, il y a des possibilités sont là, il faut juste les capter. Ben oui, par exemple, je parlais hier du studio d'animation, les gens du Sénégal qui m'ont dit ça nous intéresse de venir faire la motion capture en Algérie. Oui. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Avant, ils partaient en Europe pour le faire. Et ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Il ne reste pas beaucoup de temps, Samy, mais je voulais vous poser une question par rapport à l'intelligence artificielle. Parce qu'on a tendance à dire beaucoup de choses, partout et n'importe quoi. Certains expriment des craintes, d'autres ignorent un peu ce que peut être. Quel pourrait être l'apport dans le futur, j'entends dire, de l'intelligence artificielle dans la conception du cinéma ou de l'art cinématographique? Moi, je pense que l'intelligence artificielle est un outil. Oui. Donc, c'est sûr que cet outil-là est comme un peu à double tranchant, comme une lame à double tranchant. Je pense qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle pour la productivité, Oui. mais pas pour la créativité. D'accord. Donc, il faut qu'on reste, nous, les créateurs de ce qu'on veut. Et c'est nous qui racontons nos histoires et non pas l'intelligence artificielle. Par contre, si l'intelligence artificielle nous permet d'être plus efficace, d'être plus rapide, de dépenser moins d'argent, c'est très bien. Mais si on va et on met un prompt, raconte-moi l'histoire de Zahacha, elle va raconter une histoire qui n'est peut-être pas la vraie. Donc c'est ça. Mais si je lui dis, je fais par exemple un projet sur Zahacha, classe-moi toutes les étapes de la production, là c'est bien. Oui. Ouais, parce que l'intelligence artificielle va chercher ce qu'elle peut trouver sur l'Internet et concocter un texte qui peut être n'importe quoi. Exactement. Et les images générées, il y a une grosse problématique parce qu'on ne peut pas posséder les droits d'auteur. Oui. Et tout ce qui est important, c'est dans les droits d'auteur. Si on ne possède pas les images qu'on produit, alors on ne peut pas vendre ces images-là et ça ne devient pas rentable. Si ce n'est pas rentable, je parle toujours d'argent. Oui, on ne peut pas faire d'autres projets parce qu'on ne peut pas toujours dire on va demander à le gouvernement de donner de l'argent pour faire des projets qui ne vont pas faire d'argent. Oui. Il faut que le cinéma ou l'animation s'autofinance. Oui. Donc tu as de l'argent, un autre projet, etc. Et si on ne peut pas vendre ces images-là, c'est que c'est qu'il y a un vrai problème. Peut-être une dernière question, Samy, sur le cinéma immersif. Oui. Ça serait intéressant de dire à nos téléspectateurs, est-ce que ce cinéma immersif, il a de l'avenir? Selon une dernière étude que j'ai lue récemment dans un article, l'immersif en 2026 va se multiplier par 5. D'accord. Donc on parle d'une croissance de 500%. Oui. Tout ce qui est dôme immersif, VR, environnement immersif, il y a une demande colossale. La sphère aux États-Unis, ils vont faire une autre la même à Dubaï. Les dômes immersifs, il y a une demande partout dans le monde. Les projets VR, XR aussi. Je pense que c'est un nouveau média, c'est une nouvelle façon de raconter des histoires. Et les gens veulent vivre l'expérience, toujours dans l'expérientiel. On peut avoir cette expérience en Algérie? On va l'avoir, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Oui. Vous avez un projet? J'ai un projet. Ah. Moi, comme je vous ai dit, c'est 5 ans de roadmap et Inch'Allah, on va y aller à fond la caisse. Merci Samy Lamouti d'avoir accepté notre invitation, d'avoir discuté de ces aspects qui sont très contemporains du cinéma immersif, effets spéciaux, cinéma d'animation, c'est aussi le cinéma d'aujourd'hui. Évidemment, le cinéma classique, il a toujours sa place. On vous souhaite beaucoup de succès pour vos projets. Merci beaucoup. Je suis très content qu'il y ait un intérêt pour la technologie, les nouvelles technologies et ce genre de médium maintenant en Algérie. Et j'espère que ça va aller loin. Qui a sûrement de l'avenir. Merci Samy, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.